Dans un décor planté au milieu de la Louisiane, on en a fait la maison la plus hantée d'Amérique. Les hantises se produisent à répétition, dans le même lieu et sur une période de plusieurs années, souvent des décennies, parfois des siècles. Il n'y avait personne autour de moi, mais quelqu'un m'a vraiment touchée. Et ce n'était pas si désagréable. De 1817 à 1917, des familles successives habitant la plantation Myrtle sont décimées par des morts tragiques. Mauvais sort ou coïncidence. En 1980, un groupe de citoyens de Brooksville sauve de la démolition une demeure historique. Ils réalisent bientôt que la propriété est hantée. En 1973, la ville de Calgary transforme une demeure patrimoniale en musée-restaurant. Mais des spectres s'invitent bientôt aux soirées meurtres et mystères. Hantise, à dossier mystère. Dans le paranormal, l'univers des fantômes s'articule autour de la nature des manifestations. Dans les cas où les individus sont au centre de ces phénomènes, on parle de fantômes, de spectres ou de poltergeist. Quand ce sont les lieux qui semblent être la source de ces épisodes surnaturels, on parle de hantise, et une hantise peut marquer plusieurs générations. Rarement pour le mieux. En temps normal, William Winter n'enseigne pas de Chopin à ses élèves. Mais le jeune McCarthy est si doué. Soudain, la mélodie est dérangée par un bruit de sabots martelant la terre. Une voix retentit à l'extérieur. Winter! William Winter, êtes-vous là? J'ai un important message pour vous. Winter! Détournant son regard de l'élève, Winter marche jusqu'à la porte et sort sur le balcon. Le mystérieux cavalier est là. Voilà pour vous. Sur ces paroles, l'homme dégaine un revolver et décharge son arme en direction de Winter. S'il avait pu deviner son funeste destin, William Winter aurait sans doute enseigné à ses élèves le Requiem de Mozart plutôt que les nocturnes de Chopin. Si aujourd'hui la plantation Myrtle est connue à travers le monde, ce n'est pas à cause de son rôle dans l'industrie textile, mais à cause de ses nombreux fantômes. Au départ, la Louisiane compte beaucoup de plantations. Il y a beaucoup d'histoires ici. La plantation Myrtle est bien connue en ville parce que les gens disent qu'elle est hantée. L'histoire des hantises de la plantation Myrtles est tout à fait singulière du fait que la documentation historique contredit la légende et le folklore. Et pourtant, il ne fait aucun doute qu'il se passe de bien drôles de choses entre ces murs. L'histoire de la plantation Myrtle commence en 1796, quand le général David Bradford y a fait construire une première maison. D'après certaines rumeurs, la plantation serait installée sur un cimetière amérindien. J'ai discuté de ce sujet avec le personnel de la plantation Myrtle. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait aucun document historique pour confirmer cette théorie. Mais, du même souffle, ils m'ont dit qui sait. Bradford ne se formalise pas trop de ce détail. Il fait construire une maison modeste de 8 chambres qu'il baptise Laurel Grove. Vers 1816, il prend sous son aile un jeune protégé, Clark Woodruff. Le général David Bradford, étant également avocat, a enseigné à plusieurs étudiants en droit et Clark Woodruff était l'un d'eux. Clark Woodruff va devenir amoureux de Sarah Matilda, l'une des filles du général Bradford. Les tourtereaux se marient en novembre 1817. Après la mort de David Bradford, Woodruff reprend la gestion de Laurel Grove pour sa belle-mère. C'est sous son occupation que se serait produit un drame qui depuis hante la plantation. Clark Woodruff et Sarah Matilda s'épouseront et auront 3 enfants, mais on le considérait comme un séducteur.
Et d'après ce qu'on dit, il aimait avoir plusieurs maîtresses. L'une d'elles était une esclave nommée Chloé. Chloé était supposément une jeune esclave qui vivait sur la plantation et apparemment, le propriétaire la trouvait bien de son goût. Alors, il l'a installée dans la maison sous prétexte d'en faire la gardienne des enfants. Ils ont eu une histoire d'amour. Il faisait continuellement des avances sexuelles à Chloé, avances auxquelles elle hésitait à répondre. Mais elle avait peur, car elle craignait qu'il ne la menace de retourner travailler dans les champs. Elle ne voulait pas y retourner, elle voulait rester dans la maison. Alors, elle a cédé et éventuellement, il s'est lassé d'elle et s'est détourné d'elle. Elle s'est mise à avoir peur et à craindre qu'il ne la retourne au champ. Alors, elle s'est mise à espionner les conversations de Woodruff. Ainsi, à chaque fois qu'ils s'enfermaient dans une chambre, Chloé le suivait de près et collait son oreille à la porte afin de savoir de quoi il parlait. Finalement, un jour, elle s'est fait surprendre. Et il s'est emporté contre elle. Il était tellement furieux qu'il lui a coupé l'oreille. Après cela, Chloé portait un turban vert afin de cacher son oreille coupée. Ensuite, ce fut au tour de Chloé de se mettre en colère et d'entreprendre de se venger. Un beau jour, elle a pris la décision qu'elle allait, d'une certaine manière, empoisonner les enfants. Au départ, son intention était de les rendre malades de sorte qu'on la rappellerait à l'intérieur de la maison. Elle comptait s'occuper des enfants et les ramener à la santé de sorte que tout le monde allait l'apprécier et qu'on allait la ramener vivre à l'intérieur de la maison. Mais son plan allait prendre une tournure tragique. Ce qu'elle a fait ensuite a été de se rendre au jardin pour y cueillir des feuilles de laurier rose. Ces feuilles d'oléandre constituent un poison très puissant, autant que l'arsenic. Comme c'était la fête d'un des enfants Woodruff, Chloé a cueilli ces feuilles d'oléandre, les a intégrées au mélange à gâteau et l'a fait cuire. Sa seule intention était de rendre malades les enfants de Sarah Matilda et de Clark Woodruff. Mais ce qui s'est passé par la suite a été bien différent. Les enfants ont bel et bien été malades et Chloé est restée à leur chevet pour les soigner. Mais elle n'a pas réalisé le mal qu'elle leur avait fait. Leur état allait empirer de minute en minute, si bien que la nuit venue, les enfants étaient morts, de même que Sarah Matilda. Mais Woodruff n'est pas mort, car contrairement au reste de la famille, il n'avait pas mangé de gâteau. Après cela, Chloé est devenue très craintive, parce qu'elle craignait que Woodruff ne cherche à se venger sur elle. Elle était inquiète, et les autres esclaves l'étaient également. Ils craignaient pour leur propre sécurité. Alors ils ont pris Chloé, l'ont tirée hors de la maison et l'ont entraînée aux limites du domaine, où ils l'ont pendue à un arbre qui bordait la plantation. Depuis, on raconte que son fantôme entrait la plantation Myrtles. Il aurait été vu des dizaines de fois, tant à l'intérieur de la maison que dans les jardins. On raconte aussi que le fantôme de ses victimes, Sarah Matilda Woodruff et ses enfants, aurait été vu sur le porche avant de la maison. Encore une fois, il y a beaucoup de désaccords avec cette version, parce qu'il y a des rumeurs qui prétendent que Chloé n'a jamais existé. Elle n'était pas nécessairement une esclave de la plantation et aucun document ne confirme l'existence de Chloé. C'est là l'un des désaccords majeurs. L'autre, c'est que l'on prétend que Sarah Matilda et ses enfants n'ont jamais été empoisonnés. Ils seraient plutôt morts de la fièvre jaune. Après l'ère des Bradford Woodruff, la plantation est vendue en 1834 à Ruffin Grey Sterling, un riche planteur de la Louisiane. Il fait agrandir les bâtiments et renomme l'endroit Plantation Myrtles. Alors que Sterling meurt d'une fièvre foudroyante en 1854, son gendre, William Winter, est abattu par un cavalier sur le porche de la maison en 1871. Toutefois, d'après une légende, William Winter ne se serait pas écroulé sur le porche. Il aurait été en mesure de tituber jusqu'à l'intérieur, perdant abondamment son sang, en faisant ses derniers pas de manière dramatique. Il aurait gravi les 17 marches de l'escalier pour aller se réfugier dans les bras de son épouse, Sarah Mulford, et c'est là qu'il serait mort.
Maintenant, d'après les légendes de fantômes, les gens ayant habité la maison ultérieurement entendaient précisément 17 pas dans l'escalier avant que les brumes s'arrêtent. Beaucoup de gens croient que Willie Winter n'aurait jamais quitté la plantation et qu'il est toujours là. Mais encore une fois, il y a beaucoup de désaccords sur cette version de l'histoire, car des documents historiques affirment que même s'il est mort sur la plantation, il n'a jamais pu retourner à l'intérieur pour mourir dans les bras de sa bien-aimée. Dans les années 1970, les nouveaux propriétaires, James et Frances Kermit Myers, décident de faire de l'endroit un bed and breakfast. La plantation Myrtles devient vite un incontournable sur le circuit des lieux hantés. Parfois, les gens réservent, mais quittent au milieu de la nuit parce qu'ils ont entendu des bruits, des pas dans l'escalier, des fenêtres qui tremblent ou simplement une présence. Beaucoup de gens refusent de passer la nuit là. Nous n'avons pas passé la nuit là non plus. Nous nous y sommes rendus pour construire une belle histoire intéressante sur la plantation, faire de belles images des chambres. Et nous nous sommes retrouvés à filmer quelques scènes bizarres. J'ai fait le montage vidéo et je n'ai fait aucune modification. Pas de correction de couleur, ni d'augmentation de contraste. Nous l'avons simplement ralenti afin de pouvoir voir cette image. Et vous pouvez la voir faire son chemin depuis la porte derrière moi, descendre un peu hors cadre, puis recommencer à monter devant moi jusqu'au-dessus de mon épaule. Moi, j'y vois le profil d'une femme. On reconnaît son nez, ses lèvres, ses joues, son front. Mais sur une seule des images, lorsqu'on met l'appareil à pause. Par la suite, l'image remonte et devient complètement différente. C'est simplement bizarre. On raconte que le grand miroir installé dans le vestibule renfermerait les esprits d'enfants morts en ces lieux. Supposément, on retrouve des empreintes de mains sur le miroir. Des empreintes de mains de fantômes, des petites qui semblent être des empreintes d'enfants et les plus grandes qui seraient celles d'adultes juste au-dessus de celles des enfants. Plusieurs gens croient que ce seraient celles des enfants décédés dans la maison et ces empreintes semblent se former à l'intérieur de la vitre du miroir. Ils ont nettoyé le miroir à de très nombreuses reprises. Ils ont même remplacé le miroir, mais rien ne fait disparaître ces empreintes. Les hantises de la plantation Myrtles ont été ici au rang d'énigme nationale. L'endroit a été classé parmi les lieux les plus hantés des États-Unis, voire qualifié de la maison la plus hantée d'Amérique. Nous avons la réputation d'être la maison la plus hantée d'Amérique. Je dis fièrement que nous nous débrouillons très bien avec cette situation. Je travaille ici depuis quelques années et nous sommes à la hauteur. Cette maison est vraiment la plus hantée d'Amérique. Les faits historiques contredisent peut-être les hantises de la plantation Myrtles, mais cela apparemment, les fantômes l'ignorent. Une maison est dite hantée quand on y constate des bruits inexpliqués, des lueurs mystérieuses ou encore des apparitions de fantômes ressemblant généralement à d'anciens locataires de la maison. Mais il arrive, occasionnellement, que ces visiteurs indésirables n'appartiennent pas à la maison. Ils y ont immigré, attaché un objet ou caché au fond d'une vieille valise, comme dans le cas de la May Stringer House sur les côtes de la Floride. Au gré de la visite, les touristes se retrouvent dans une chambre du 2e étage. C'est une chambre d'enfant. La guide, qui ce jour-là est accompagnée de sa fillette de 9 ans, explique qu'il s'agit de la chambre de la petite Jessie May Saxon, une enfant décédée en ces lieux en 1872, à l'âge de 3 ans. Comme vous le voyez, enchaîne le guide en désignant un berceau situé juste à côté du lit, nous avons même des poupées en porcelaine. Ces poupées étaient très populaires à la fin du 19e siècle et ressemblent sans doute à celles que possédait la petite Jessie May Saxon. Tout en poursuivant ses explications sur l'univers des jouets antiques, sa fille, qui se tient debout à ses côtés, tire sur les vêtements de sa mère pour attirer son attention. « Maman, maman !» répète-t-elle. « Attends un peu, mon ange. Maman est occupée. Tu ne dois pas prendre la poupée comme tu l'as fait. »« Ah non? Et pourquoi ?» demande Bonnie, l'air intriguée. « Parce que la petite fille n'aime pas ça. »
L'origine des hantises de la maison remonte au 19e siècle, quand un certain John May acheta une terre à Brooksville, dans le comté d'Hernando, sur la côte ouest de la Floride, afin de s'y établir avec sa famille. La maison May Stringer est un endroit fascinant. Elle a été construite en 1857 par un nommé John May, originaire d'Alabama, au moment où lui-même et son épouse Marina sont descendus vers le sud avec leurs enfants pour démarrer une plantation. Il a construit une maison de 4 chambres afin que sa famille puisse y habiter. Après avoir emménagé, Marina donnera naissance à un deuxième enfant, une autre petite fille. Mais le bonheur d'aimer est de courte durée. À l'âge de 25 ans, John May décède dans cette maison. Il avait ce qu'on nommait à l'époque une consomption. Alors nous avons cette jeune femme, dans la très jeune vingtaine, mère de 2 enfants et propriétaire d'une plantation qu'elle doit administrer. Elle le fera, et elle le fera très bien. Ensuite, en 1865, à la fin de la guerre civile, un nommé Frank Saxon, originaire de la région, fait la connaissance de Marina et l'épouse. Quand Frank emménage dans la maison, Marina tombe enceinte. Elle accouchera d'un petit garçon qu'ils prénommeront Franklin, mais qui ne vivra que 5 semaines et qui mourra dans cette maison. Il était très malade à la naissance et n'a tout simplement pas survécu. Marina sera de nouveau enceinte et cette fois, elle accouchera d'une petite fille qu'ils nommeront Jessie May Saxon. 3 semaines après la naissance de Jessie, Marina décède à son tour. Jessie vivra ici avec son père et ses 2 demi-sœurs, les 2 filles de John May, durant près de 3 ans, jusqu'à ce qu'elle meure elle aussi. Elle est exposée dans le parloir de la maison familiale, puis enterrée dans une tombe anonyme, près de sa mère, devant la résidence. Après le décès de Jessie, Frank Saxon épousera Tallulah Hope. Tallulah était l'une des filles des fondateurs de la région de Brooksfield. Une fois mariée, Tallulah ne voulait pas vivre dans cette maison. Elle voulait que Frank construise une nouvelle maison, plus grande, ce qu'il fit. L'ancienne maison est restée vide durant quelques années, environ 4 ans, jusqu'en 1880, quand le docteur Stringer, Sheldon Stringer, un médecin, se porte acquéreur de la maison. Il y vivra avec sa famille jusque dans les années 1950. Pendant la période où il y habitera, il y ajoutera des chambres, une dizaine de chambres. Il a construit cette maison parce qu'il voulait en faire la plus belle maison de Brooksfield. Il a commencé à faire des ajouts à la maison. La maison devient l'une des plus imposantes du comté d'Hernando, avec ses 3 étages et ses toitures en pignon. Dans l'ancienne partie, le praticien fait aménager sa salle d'attente et son cabinet médical. L'une des chambres devient une unité de soins pour ses patients les plus malades. Hélas, beaucoup y rendront leur dernier souffle. Des gens sont morts, bien sûr que des gens mouraient. Il était médecin et soignait des gens aux prises avec diverses maladies graves. Beaucoup d'incidents mortels se sont déroulés dans cette maison. La maison est restée propriété de la famille Stringer jusqu'en 1949, jusqu'à ce que la petite fille du docteur Stringer la vende hors de la famille à un médecin local qui la louera à différentes familles fortunées. Dès lors, ce sera une maison de location de 1950 à 1974, année où elle fut abandonnée. Pendant de longues années, cette résidence qui naguère était l'un des fleurons de Brooksville devient un refuge pour les itinérants, les toxicomanes et autres marginaux. Le comté avait condamné le bâtiment et il allait être détruit pour faire place à un centre médical. C'est à ce moment que le fondateur de l'association patrimoniale est intervenu et a manifesté son intention de la préserver, faisant valoir que c'était une des plus vieilles maisons de Brooksfield et qu'il fallait la conserver. Aujourd'hui, la May Stringer House a retrouvé son cachet dans le temps. Elle apparaît comme elle était au temps du brave Dr. Stringer. Les pièces accueillent à présent une collection de quelques 150 000 artefacts liés à l'histoire des États-Unis et, plus spécifiquement, à l'évolution sociale et culturelle du comté d'Hernando. Mais la May Stringer House est aussi l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Officiellement,
on vous dira qu'il y a un ou deux fantômes, Jessie May Saxon et une paire d'autres. Mais officieusement, on sait qu'il y en a au moins 7 ou 8 autres. Ce bâtiment abrite 11 000 artefacts, tous de provenance exotique. Soit ils viennent d'ailleurs aux États-Unis, soit de pays étrangers. Qui sait d'où ils viennent? On ne le sait pas. Ils ont tous été donnés. Ces objets étaient la propriété de gens décédés et qui les ont aimés. Et quand vous avez des poupées anciennes, par exemple, qui sont parmi les objets les plus aimés qui soient, vous êtes en présence d'un trésor qui fait l'objet d'un grand amour. Quand un artefact est introduit quelque part, il n'est pas impossible qu'un esprit vienne avec. À en croire des médiums, les principaux fantômes seraient ceux de Jessie May Saxon et de ses parents, Frank et Marina, ainsi que celui du Dr. Stringer. On dit que la petite Jessie May se serait rendue coupable d'une kyrielle de manifestations espiègles. Jessie May était la fille de Frank et de Marina et elle est le seul fantôme reconnu par l'association patrimoniale. Quoi qu'il arrive dans cette maison, c'est Jessie May qui emporte le blâme. Mais Jessie May n'avait que 3 ans et c'est un fantôme qui a 3 ans. Jessie est un des fantômes les plus populaires ici. Elle est très enjouée, comme le serait n'importe quel enfant normal. Elle aime déplacer les jouets et les objets. Lorsque nos bénévoles ferment la maison le soir, tous les objets sont soigneusement remis en place. Et à l'ouverture le lendemain matin, il leur arrive de se rendre compte que les objets ont été déplacés. Une pièce du 2e étage de la maison hantée May Stringer a été aménagée en chambre d'enfant. On y retrouve un berceau antique où dorment 2 poupées de porcelaine. Celles-ci seraient les jouets favoris de la petite Jessie May. Un après-midi, je menais une visite guidée. Nous étions dans la chambre et je racontais l'histoire des poupées de porcelaine. Et comme à chaque fois que je raconte l'histoire des poupées de porcelaine, je prends une des poupées qui date d'avant la guerre de sécession, une très très vieille poupée. Et je parlais de la poupée, je racontais comment la poupée est hantée. C'est l'une des seules histoires de fantômes que nous ayons le droit de raconter durant les visites de jour. Et comme chaque fois que je raconte cette histoire, je caresse la joue de la poupée. Ce jour-là, ma fille m'a interrompue en me disant « Maman, il y a une petite fille debout à côté de toi et elle dit qu'elle déteste quand tu touches son bébé. Et elle veut que tu saches que ce n'est pas une poupée, c'est son bébé. » J'ai été très surprise. Mais depuis ce jour, je ne touche plus jamais à la poupée, à moins que je doive absolument le faire. Même aujourd'hui, lorsque quelqu'un touche à cette poupée, il se passe quelque chose. Il se fait frapper, gifler, pousser. Un autre des fantômes de la May Stringer House est James, un vétéran de la guerre 14-18. James était parti à la guerre et avait dû laisser sa fiancée au pays. Lorsqu'il est revenu d'outre-mer, la fiancée l'avait abandonné et était partie avec un autre homme. Dévasté, il a fini par se suicider en se pendant dans une des chambres du haut. On dit de James qu'il serait un revenant polisson. Un samedi après-midi, je guidais un couple âgé et j'étais avec eux dans le parloir en train de faire mon commentaire. Il n'y avait personne d'autre avec nous et soudainement, la femme a sursauté. Je lui ai demandé « Ça va, madame ?» Et elle m'a répondu « Quelqu'un m'a pincé les fesses. » Je lui ai dit « Je suis vraiment désolée, ce n'est vraiment pas approprié. » Là-dessus, elle a ajouté « Il n'y avait personne autour, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a pincé les fesses. » Et elle a ajouté « Mais ce n'était pas si mal. » Mais tous les fantômes ne sont pas aussi inoffensifs. Monsieur Détestable est vraiment détestable. Franchement, ce n'est pas un homme agréable. Il avait mauvais caractère de son vivant. Et d'après ce que nous savons, c'était un acteur qui possédait un coffre en bois lequel a été donné au musée. Beaucoup des objets que vous voyez ici sont des dons en provenance de familles ayant vécu à cette époque. Le coffre de bois est donc arrivé. Il n'est pas arrivé seul. Monsieur Détestable est arrivé avec. Et il s'est mérité son surnom parce que ce n'est pas vraiment un gentil gars. Il est mesquin et déteste particulièrement les femmes. Et il l'a fait savoir aux bénévoles avec lesquels je travaille ici à la maison.
Nous préparions la maison en prévision de la maison hantée, un événement que nous tenons chaque année. Ce qui implique que nous avons de nombreux accessoires que nous organisons de manière à créer une ambiance apeurante. J'étais donc dans l'entrepôt des accessoires militaires en train de chercher des accessoires lorsque quelqu'un m'a giflé en plein visage. Monsieur Détestable fait toutes sortes de choses. Il frappe les gens, il pousse les gens. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Détestable. Ces dernières années, la Miss Stringer House a accueilli une foule de chasseurs de fantômes et autres passionnés de phénomènes paranormaux. Dave Lafemme est l'un d'eux. Dans le cadre de recherche pour le dernier livre que j'ai écrit, j'ai exploré la maison avec 6 ou 7 de mes amis, des voyants, des médiums. Ils ont vécu toutes sortes de choses. Ils ont passé un excellent moment. Moi, je n'ai pas vécu le même genre d'expérience qu'eux, mais à la fin de la soirée, nous étions dans la salle à dîner et quelqu'un a posé un disque sur le vieux Victrola et l'a fait jouer. Ça jouait de la musique, mais sitôt que ça s'est mis à tourner, nous avons entendu comme un affreux grognement, un grognement qui provenait du voisinage du Victrola. Ça ne provenait pas de la machine elle-même, mais c'était à proximité. Et quand nous avons regardé, moi-même je l'ai aperçu. Il y avait comme un gros nuage noir. Vous pouviez voir que la salle militaire était sombre. C'était là que ça se passait. Et tous les appareils photo, les téléphones ont cessé de fonctionner. Tout ce qui avait une batterie a cessé de fonctionner. Une femme avait un enregistreur vidéo qui a continué à fonctionner et à enregistrer les images. Après cet événement, elle a regardé les images et on apercevait de petites sphères qui tournoyaient tout autour du Victrola. Kimberly Redman est une autre de ces Nancy Drew du mystère qui a vécu d'étranges moments dans la Miss Stringer House. J'ai souvent été dans cette maison et j'ai personnellement vécu plusieurs expériences étranges. Un jour, j'étais à l'étage et je marchais dans le corridor et du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose, comme un esprit, qui me dépassait très rapidement. C'était à peu près de cette hauteur et ça se déplaçait tellement vite que je n'ai pas pu me faire une idée du visage ou de quoi que ce soit. Mais c'était quelque chose de court en termes de grandeur. Ça avait davantage l'allure d'un enfant. Et quand j'ai voulu me retourner, bien sûr, il n'était plus là. Contrairement à beaucoup de lieux publics hantés, où les propriétaires préfèrent demeurer discrets à propos de ces manifestations d'outre-tombe, les responsables de la Miss Stringer House, eux, au contraire, en parlent sans détour. Au début, quand j'ai émis l'idée de faire une tournée des fantômes, c'était après qu'on eut enquêté sur nous. En passant, nous avons fait l'objet de 35 enquêtes. Et la plupart de ces groupes ont trouvé des indices d'activité paranormale. Il est clair que la maison est hantée. À ce stade, nous commencions à devenir célèbres et nous avions besoin de collecter davantage de fonds. Alors, j'ai approché le conseil d'administration et soumis l'idée d'organiser une tournée des fantômes. Il a fallu utiliser des arguments convaincants parce qu'ils ne voulaient pas de gens qui viendraient flâner dans cette précieuse maison pendant la nuit. Mais ces visites ont connu un grand succès. C'est pourquoi ils ont finalement accepté. Il faut croire que les administrateurs ont compris que la meilleure façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. C'est une magnifique maison. Une maison splendide. La localisation est superbe. Au sommet d'une colline, et c'est vraiment un lieu magnifique. Et si je devais passer l'éternité ailleurs qu'au paradis, je crois que la maison Miss Stringer serait un excellent choix. Des lieux, des objets, sont-ils stigmatisés par les événements du passé? D'où viennent ces apparitions? Dans la plupart des cas, les témoins ont l'impression d'assister à des événements du passé, comme si les fantômes étaient les acteurs d'une pièce sur laquelle le rideau est tombé depuis longtemps. Dans certains cas, cependant, les témoins ont l'impression qu'il y a un sens caché derrière les manifestations, comme si, de l'au-delà, le ou les défunts cherchaient à terminer une tâche inachevée ou à attirer l'attention sur un détail précis. Comme dans le cas d'une maison historique en Alberta, la Dean House. Comme tous les vendredis, ces soirées de meurtre et mystère à la Dean House, une maison historique de Calgary, en Alberta. Pour l'activité,
Les participants doivent chercher des indices dissimulés dans la propriété, indices nécessaires à la solution d'un meurtre imaginaire. Toutes les pièces leur sont accessibles, sauf le sous-sol, un endroit réservé qu'aux organisateurs. Alors que la soirée est déjà avancée, et en dépit des interdictions du personnel, l'une des participantes se glisse dans la cave. Elle espère trouver un indice dans le vieux coffre au pied de l'escalier. Elle réalise bientôt qu'elle n'est pas seule dans la pièce. Un Amérindien portant une longue coiffe de plumes la dévisage. Dans un anglais approximatif, il lui dit qu'elle ne devrait pas se trouver là. La femme remonte en informer un membre du personnel, mais au sous-sol, l'Amérindien n'est plus là. Rien d'étonnant. La Dean House est l'une des maisons les plus hantées au Canada. Certaines maisons portent malheur. Au Canada, c'est la Dean House qui jouit de cette peu enviable réputation de maison de malheur. La maison Dean est la plus hantée en Alberta, à Calgary. Cela remonte à la fondation même de la ville, avec le fort Calgary en 1875. La maison Dean a été construite en 1906 pour Richard Burton Dean, le surintendant du nord-ouest de la police montée royale canadienne. Il était venu ici pour prendre le commandement du baraquement de Calgary. Il y avait un baraquement sur le quatrième côté, mais il ne voulait pas vivre parmi ces hommes. Il voulait avoir sa propre maison. Alors, la maison a été construite expressément pour lui, pour sa famille et son épouse. Mais avant que les travaux ne soient achevés, son épouse décède d'une maladie foudroyante à Lethbridge. Ce décès inattendu marque le début d'une longue liste funeste. Présentement, la maison n'est pas sur le terrain où elle avait été construite à l'origine. Au début, elle était proche des baraquements parce que le capitaine Dean devait superviser ses hommes. Après le départ de Richard Burton Dean en 1914, la compagnie des chemins de fer Grand Trunk Pacific a racheté le terrain sur lequel se dressaient les baraquements de Calgary. Et la maison, qui à l'origine se dressait à l'angle de la 9e avenue et de la 6e rue, a été déménagée 1 kilomètre plus à l'est pour devenir la maison du chef de gare de la compagnie ferroviaire. Elle a été déménagée une première fois à l'arrivée de la compagnie des chemins de fer. Puis elle a été déménagée une deuxième fois de l'autre côté de la rivière. On en a même parlé dans Popular Mechanics, car c'était vraiment un grand défi d'ingénierie que de faire traverser la rivière à une maison à l'époque. Ensuite, elle est devenue une maison de chambre, et c'est là qu'elle a connu les moments les plus sombres de son histoire. C'est là que la maison a acquis sa mauvaise réputation. C'était une maison de chambre, et une maison de chambre est souvent habitée par des gens qui vivent des moments désespérés et n'ont plus vraiment d'autre choix pour se loger. Durant cette période, on raconte que plusieurs morts soudaines seraient survenues entre ces murs. Un homme aurait été poussé dans l'escalier par une force invisible et serait mort sur le coup. Une prostituée y aurait été découverte assassinée par un client sadique complètement saoul. En 1933, un adolescent épileptique, incapable de supporter davantage les railleries de ses camarades de classe, se suicide dans le grenier de la maison. Il y a toutes sortes d'histoires à propos des gens qui ont vécu dans la maison Dean. Certaines sont vraies et d'autres probablement fausses. Il y a par exemple l'histoire de cette femme qui s'est suicidée en sautant par la fenêtre du troisième étage. Également l'histoire d'un jeune garçon qui s'est pendu dans le grenier de la maison et celle entre autres d'un homme tué par balle sur la galerie. En 2001, quand nous avons commencé à enquêter sur la maison Dean, nous avons fait beaucoup de recherches sur l'histoire et nous avons à cette occasion écrit une histoire de la maison Dean. Une partie de ce travail historique impliquait de rechercher tous les indices, toute la documentation concernant n'importe lequel des incidents qui s'y étaient déroulés. Ce que nous avons découvert, c'est qu'aucun n'avait de fondement réel, sauf un. Et ce cas était celui d'un meurtre suivi d'un suicide en 1971. Une femme vivant une relation conjugale abusive s'était trouvée une chambre ici avec ses 2 enfants.
son mari l'a retrouvée et l'a tuée, avant de s'enlever la vie. Ce sont les enfants qui ont retrouvé les 2 cadavres le lendemain matin. C'est une histoire franchement horrible, mais c'est la seule qui soit vérifiable en ce qui a trait précisément à cette maison. En 1973, la ville de Calgary achète la Dean House, la maison Dean, pour l'ajouter à son patrimoine. Après avoir été une maison de chambre, elle a été rachetée dans les années 1970 par un organisme de la ville de Calgary, le Dandelion Gallery, qui en a fait une sorte de résidence pour artistes. Récemment, elle a été rachetée par la ville de Calgary et elle est aujourd'hui administrée par la Société du patrimoine de Calgary, qui en a fait un restaurant. Un restaurant est alors annexé au bâtiment principal et la maison est convertie en musée. Mais ces transformations ne semblent pas plaire à tout le monde. Les employés commencent à rapporter des événements étranges. Objets qui bougent tout seuls, bruit de pas dans les escaliers, murmures inexplicables. La qualité d'être hanté appartient à un lieu particulier. Cela peut être une maison, cela peut être un commerce, un bout de route, une zone forestière, n'importe quel endroit où des gens ont de manière répétitive fait l'expérience d'un phénomène qu'ils décrivent comme paranormal ou surnaturel. Habituellement, ce sont des phénomènes liés à des perceptions sensorielles, voir, entendre, sentir, lesquels sont généralement liés à une activité humaine, tels des bruits de pas, le son d'une voix, une apparition ou un contact tactile comme un point froid. Ces phénomènes contribuent à créer la nature hantée d'un lieu parce qu'ils se produisent à répétition, dans le même lieu et sur une période de plusieurs années, souvent des décennies, parfois des siècles. Dans une pièce du premier étage, les employés rapportent même avoir observé le spectre d'un homme confortablement assis, fumant la pipe. Ce même personnage est aussi aperçu dans l'escalier menant aux étages. Parfois, ce n'est que l'odeur de sa pipe qui envahit les lieux. Dans le passé, il y a eu des interactions avec le personnel qui travaille ici, dans le restaurant. Ils ont été témoins de choses qui se déplaçaient. Ils étaient tout à fait convaincus d'avoir placé un objet ailleurs. À certains moments, ils ont senti des odeurs comme celle de la fumée d'une pipe, ou encore ils étaient seuls dans la maison et avaient le sentiment que quelqu'un d'autre y était. En avril 1990, un prêtre y tient une séance d'exorcisme. Pendant un temps, les phénomènes s'estompent. La même année, une télévision locale, CFCN, invite une médium à la Dean House. Celle-ci affirme ressentir au moins 2 esprits. Elle ajoute que l'édifice se dresserait aujourd'hui sur un ancien cimetière autochtone. Les talents dont il est question, je préfère utiliser le mot sensible plutôt que médium. Ils sont plus sensibles à l'énergie, peu importe le genre d'énergie à laquelle on a affaire. Et certainement, nous avons eu à plus d'une occasion des moments où ce genre de choses s'est produit. Après coup, nous avons été en mesure de documenter ce qu'ils décrivaient et de constater qu'il y avait une portion de vérité, quelque chose d'authentiquement vrai dans ce qu'ils nous racontaient. Je ne crois pas appartenir à la catégorie des sensibles, je crois que nous sommes tous sensibles jusqu'à un certain point, mais certains sont davantage en phase que d'autres. Je crois que c'est quelque chose qui dépasse n'importe quel genre de talent ou de don. Je reconnais que si nous alignons 10 médiums, nous aurons peut-être 10 réponses différentes. Mais je ne peux que m'étonner de la précision dont certains ont fait preuve lors de certains événements dont nous avons été témoins. C'est durant cette période qu'une participante à une soirée de meurtre et mystère rapporte avoir vu au sous-sol un Amérindien en costume d'apparat. Chaque vendredi soir, nous organisons dans la maison une soirée meurtre et mystère et, bien sûr, nous tirons avantage de ces histoires de fantômes. Un soir, durant un de ces meurtres et mystères, une femme a raconté être descendue au sous-sol et avoir aperçu un Amérindien qui lui aurait dit qu'elle était en terre sacrée, qu'elle n'avait pas d'affaires là et qu'elle devait partir. Alors elle est remontée et a raconté ça aux membres du personnel qui sont descendus et n'ont rien trouvé. Au début des années 2000, un groupe d'enquêteurs de Calgary, le Centre d'études avancées sur le paranormal, ou simplement CAPI, décide d'enquêter sur la maison Dean. Question de séparer le mythe de la réalité.
Ils ont enquêté sur cette maison, ont fait différentes expériences et ont conclu que oui, cette maison est bel et bien hantée. Très hantée, comme ils l'ont formulé. Je crois que la plupart des gens, lorsqu'ils meurent, s'en vont vers une autre phase de la vie. Peu importe ce que ça peut être. Nous le découvrirons tous à la fin. Mais je crois qu'il y a des gens qui, pour une raison quelconque, se retrouvent coincés ici. Pas tout à fait dans notre monde, pas tout à fait dans le monde suivant, mais dans une sorte d'entre-deux, où les frontières sont floues et où nous sommes en mesure d'interagir d'une certaine façon. Mais je crois que ces gens sont beaucoup moins nombreux et loin derrière le nombre d'histoires qui circulent sur leur compte. Il faut dire que pour le leader du groupe, Tom Davis, la maison Dean n'est pas tout à fait étrangère à son intérêt pour le paranormal. Quand j'étais adolescent, j'étais bénévole à la radio de l'Université de Calgary. Et un ami et moi-même avons reçu une carte de presse, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose à offrir à un adolescent. Mais pendant qu'on rénovait ce bâtiment, nous avons décidé de faire un reportage sur le sujet. Et nous avons fait notre reportage pour la radio. On nous a autorisés à circuler dans le bâtiment alors qu'il était pratiquement en pièces détachées. Et quand mon ami et moi sommes arrivés au deuxième étage, ici nous sommes actuellement au deuxième étage. Donc, quand nous avons commencé à circuler à l'étage, nous avons été jusqu'au bout du corridor, où l'espace se divise en un autre corridor et 2 chambres, du moins à l'époque. Beaucoup de murs avaient été démolis, mais on pouvait toujours voir où étaient les placards. On les démolissait pour en faire une seule grande pièce, comme c'est maintenant. Mon ami était derrière moi et il me suivait. À 30 secondes peut-être, 1 minute de délai. Il est entré dans la chambre où nous sommes maintenant, simplement pour voir ce qu'il y avait. De mon côté, je me suis dirigé vers la chambre de droite. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai aperçu une femme debout. La femme était vêtue de bleu et elle avait presque l'air timide. En détournant le regard, je me suis dit que je ne devrais pas la regarder. Et quand j'ai relevé les yeux, elle n'était plus là. Ensuite, mon ami est arrivé et m'a dit « Hey, c'est une belle place ». Et je lui ai dit « Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir ». Et je lui ai raconté ce qui venait de m'arriver. Et il a dit « C'est bizarre parce que de l'autre côté du placard, moi aussi j'ai vu cette femme debout, comme s'il n'y avait pas de mur ». Lors de l'investigation du CAPI, les membres enquêteurs ont noté quelques anomalies magnétiques et électriques. Quelques-uns d'entre eux ont également eu la sensation subjective d'être épiés ou de ne pas être seuls, mais rien de très convaincant. Au cours des 10 dernières années, nous avons vraiment appris beaucoup à propos de l'énergie électromagnétique, sur la manière dont les câbles à haute tension peuvent interférer avec la perception des gens, comment ils peuvent affoler les boussoles, comment ils peuvent amener des détecteurs de champs magnétiques à donner de fausses lectures. Pour ces Ghostbusters, et malgré l'expérience personnelle de Tom Davis survenue des années plus tôt, la nature des phénomènes rapportés à la Dean House reste indéterminée. 90 à 95% du temps, nous avons affaire à quelque chose qu'on peut expliquer. Mais pour l'autre 5 à 10%, je me gratte la tête, parce que je n'arrive pas à trouver une explication. Encore aujourd'hui, la Dean House captive les médiums qui tentent de communiquer avec les esprits, les jeunes passionnés par le macabre, tout autant que les simples amateurs de soirées meurtres et mystères. Depuis le décès de la jeune épouse du capitaine Richard Burton Dean, les événements tragiques s'y sont multipliés. À l'époque où elle a été transformée en maison de transition, un jeune épileptique s'y suicide dans le grenier. Des déserteurs s'y mutilent et plusieurs femmes y ont été assassinées. La Dean House n'a pas porté chance à ses nombreux locataires. Pas surprenant qu'aujourd'hui, elle abrite autant de fantômes. Quand nous avons fait nos enquêtes ici, nous avons été en mesure d'enregistrer des choses que nous avons été incapables d'expliquer. Est-ce que ça veut dire que la place est hantée? Possiblement. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de mystères.
d'énigmes, de phénomènes étranges et inexpliqués. Confrontée au phénomène des hantises, la science n'a aucune explication à fournir. Comment la science pourrait-elle documenter et confirmer l'existence de spectres qui, par définition, sont immatériels ?